Je suis toujours intéressé aux questions de l'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'engagement aujourd'hui, d'abord pour tout le monde, hein. On est en 2018 et la question de l'engagement est très très problématique. Et c'est de ça qu'on est parti avec Franck Perrin, qui s'occupe donc du 22 Visconti ici, qui est artiste lui-même. Qu'est-ce que ce serait justement la contestation contemporaine? Qu'est-ce qu'elle serait dans un moment où on voit bien que les grandes révolutions existent réellement, mais elles sont toutes conservatrices pour l'essentiel. C'est les révolutions des GAFA, c'est les révolutions libertariennes enfin, qui sont en cours, de confiscation de la propriété, d'accroissement hyperbolique des richesses. Bon, c'est la révolution numérique qui crée une nouvelle société, mais pas forcément l'émancipation, parce que toutes ces formes révolutionnaires en fait désémancipent le champ social et le champ individuel. Bon, si on prend le numérique par exemple, c'est à la fois une émancipation extraordinaire, la possibilité d'échanger aisément, mondialement, globalement, de tout faire plus rapidement et plus aisément, mais on est totalement dépendant d'une technologie, d'une part, et qui en plus est une technologie contrôlée, elle est totalement contrôlée, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on est au fond sous le contrôle. Si on prend la vidéosurveillance, par exemple, si on prend le fichage numérique, si on prend le fléchage bancaire, dans tous les domaines quasiment, si on y ajoute en plus la question de l'information sur soi, bon, on voit bien que nous avons régressé. Nous sommes infiniment moins libres qu'en 68. C'est inimaginable. Bon, en 68, bon, certes, on a une carte d'identité, mais on va assez facilement n'importe où. On passe les frontières sans doute plus aisément qu'aujourd'hui. On n'a pas de ceinture de sécurité dans les voitures, il n'y a pas de limitation de vitesse. Enfin bon, tout n'est peut-être pas forcément bien, mais le sentiment de liberté est beaucoup plus fort. Il est bien plus fort qu'aujourd'hui, où au fond, le sentiment de liberté est plus un sentiment élaboré, on pourrait dire par des discours politiques redondants, qui mettent toujours en avant l'idée en Occident de la pérennité de nos grandes valeurs, universalistes nées de la révolution de 1789, ou de la révolution américaine un peu avant, ou de la révolution anglaise un siècle avant, la glorieuse révolution. Mais dans les faits, si on enlève cette phraséologie, qu'est-ce qui reste réellement? Où est la liberté contemporaine? À partir du moment où vous prenez un pass Navigo, mais ce pass Navigo va permettre à un observateur institutionnel de surveiller, de flécher absolument tous vos déplacements pendant un mois. Par exemple, excusez-moi, où est la liberté de tout ça? Quand vous voulez retirer des informations sur vous, sur les réseaux sociaux, et que vous ne pouvez pas le faire, par exemple, ou vous constatez que vous ouvrez Google, l'inventaire de l'historique, et vous avez plusieurs années d'état, de toutes les recherches que vous avez pu mener, comme ça, qui évidemment dessinent votre portrait. Bon, voilà, Big Data and Co. Donc l'idée avec Franck Perrin, c'est assez clair. C'est est-ce qu'il y a aujourd'hui une contestation et quelle forme prendrait-elle au niveau sociologique? Bon, sachant que, bon, moi je ne suis pas sociologue, pas spécialiste des sociétés, mais bon, ayant une formation d'historien, j'ai quelques idées là-dessus. On réfléchit à ces questions et on voit ce qu'il en est, puis on voit dans le champ de l'art contemporain et ou moins contemporain ce qu'il en est. Si vous voulez, voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des artistes qui contestent? Est-ce que dans ce moment de l'histoire de l'art très particulier qui est le nôtre, où depuis 50 ans les institutions ont pris une importance absolument considérable, capitale, où d'ailleurs elles ont extraordinairement soutenu l'art contemporain, depuis les années 40, l'ICOM, Harald Zeman, dès les années 50, jeunes conservateurs, défendent le principe que la création contemporaine doit rentrer dans les musées, l'institution doit s'adapter aux formes nouvelles de l'art, etc. On est bien d'accord sur ce point. Donc on a une institution offensive qui épouse évidemment le mouvement de la création, pas tout, mais une grande partie, en tout cas dans ses formes de plus en plus aventureuses, laborantines, expérimentales, et c'est une bonne chose. Mais ça se traduit pour les artistes par une sorte de réponse presque inévitable, qui est de l'ordre de l'acquiescement à l'institution, voire de l'autocensure. C'est-à-dire,
est-ce que je puis maintenant créer une œuvre librement à partir du moment où son destin sera de toute façon institutionnel, ou bien au moment où son destin a de fortes chances d'être institutionnel? C'est-à-dire, voilà, est-ce que je puis au fond être vraiment libre? Et en particulier, est-ce que je puis contester notamment cette institution et à travers elle toutes les formes de pouvoir donc symboliques qui délimitent en quelque sorte le champ de la liberté? La réponse est assez terrible à ça. La réponse est assez terrible, et c'est ce que montre cette exposition. D'abord, qu'on n'a pas appelé révolution. On l'a appelé Talking About Revolution. Alors, c'est pas qu'on veut faire de l'anglicisme, c'est pas ça du tout. C'est juste une chanson de Tracy Chapman, qui est une chanteuse américaine, noire américaine, une chanson intéressante, où elle dit finalement, voilà, en substance, qu'est-ce que c'est? Les gens parlent de la révolution, voilà, ils font tourner les tables avec ça, mais en attendant, la misère continue, en attendant, il y a des queues en bas de chez moi de gens qui n'ont pas à manger, en attendant, il y a des SDF partout, voilà, donc c'est bien de parler de la révolution, mais faut-il la faire? Et surtout, qui la fait réellement et à quelle fin? Le constat que je fais en établissant une liste d'artistes, c'est qu'il y a très peu d'artistes contestataires aujourd'hui. Ça peut paraître surprenant quand on voit le champ des inégalités, quand on voit le champ des injustices, quand on voit le champ de l'ignominie, de l'indignité actuelle, l'humiliation et l'offense, pour reprendre les deux termes de Dostoïevski, humilié, offensé, sur le plan social, donc sur le plan politique, sur le plan global, international. Quand on voit à quel degré, on pourrait dire, d'offense et d'humiliation la plupart des gens sont confrontés, on se dit la révolution, la contestation devrait être partout, elle devrait être partout omniprésente. C'est même plus une convergence des luttes qu'on devrait avoir, ça devrait être un état de lutte permanent, une révolution permanente, pour reprendre les concepts trotskistes qui n'ont pas très bien fonctionné d'ailleurs des années 1920 et 1930. Ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a une extraordinaire puissance d'acquiescement au monde tel qu'il est. Il y a aussi une extraordinaire, on pourrait dire, acceptation de la non-émancipation et de la servitude. Plus que jamais, on est dans la servitude consentie, pour reprendre le concept d'Étienne de la Boétie, forgé donc au XVIe siècle, l'idée que toute société, au fond, crée des hiérarchies de pouvoir et que dans toute société, bien des gens, finalement, acceptent la hiérarchie du pouvoir parce qu'elle leur permet d'exister comme figure de pouvoir, même si c'est un pouvoir subalterne. C'est cette terrible leçon de la Boétie qui est non idéologique, mais en revanche qui est particulièrement humaine et adaptée à ce qu'est l'espèce humaine et au fonctionnement des sociétés, généralement pyramidales, que ça nous plaise ou non d'ailleurs. On n'a jamais vu de société égalitariste fonctionner longtemps, même sans doute aux époques primitives, où il y avait toujours un chaman, il y avait toujours un chef politique ou religieux, même dans une horde, dans une meute. Là-dessus, c'est comme ça. Bon. Alors, on est dans cette situation-là. Vous voyez, on est là à dire, mais qui conteste réellement? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout des jeunes artistes qui s'intègrent, qui passent, au fond, une sorte d'accord tacite avec le pouvoir symbolique représenté par les différentes institutions artistiques, pour pouvoir travailler, pour pouvoir exposer, pour pouvoir être présentés dans des structures, les galeries, structures commerciales, pouvoir être vendus, pouvoir vivre de leur travail, avec, on pourrait dire, une situation presque de régulation, une sorte d'autorégulation. On ne peut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce système-là, sûrement pas. Il y a des tas d'artistes qui sont contre, qui se sentent exclus, à juste titre d'ailleurs, du champ de la reconnaissance institutionnelle et symbolique. Bon, il y en a, mais la contestation se voit assez peu, se perçoit assez peu, et ce qui se perçoit bien plus, c'est ce mécanisme de l'intégration, un mécanisme d'intégration extrêmement fort, qui pour moi qualifie et quantifie dans le même mouvement, on pourrait dire, ce que serait la sociologie de l'art contemporain, sans la réduire à ça. On ne peut pas faire une sociologie caricaturale, de dire tous les artistes contemporains sont dans l'intégration. Et c'est on pourrait dire, un système dans lequel l'institution de l'art contrôle, joue un rôle important de supervision, de mise en circulation, de communication. C'est faux, c'est évidemment. On pourrait trouver une théorie des exceptions pour ruiner tout ça. Le fait est que, néanmoins, peu d'artistes s'opposent. Cette exposition, c'est ça. C'est au fond
se mettre au contact avec des artistes qu'on va dire plutôt préoccupés, concerned, préoccupés par la situation contemporaine, par le fait que la contestation est quelque chose de très difficile sur le plan artistique. Pourquoi? Parce que déjà les formes rhétoriques de la contestation esthétique ont déjà vécu, les grandes formes d'art engagé qui paraissent un peu décalées aujourd'hui, et également parce que on est dans une société où l'artiste, à juste titre d'ailleurs, vit plutôt son expérience artistique comme, on pourrait dire, une sorte de voyage personnel, une destinée manifeste mais personnelle. Et donc, à partir de là, toute œuvre n'a pas forcément pour volonté de corriger ce qu'est la société, ce que sont les anomalies de la société, mais elle aura plus utilement pour fonction, pour l'artiste, de créer les conditions, de faire vivre une représentation personnelle du monde qui permet de vivre en ce monde. Voilà. Si vous contestez sans cesse le monde dans lequel vous vivez, vous ne pouvez pas y vivre. Vous voyez, c'est comme ça. Vous vous en excluez continuellement. Et là, au fond, on voit que les procédures artistiques contemporaines, même parfois assez caustiques, assez acides, hein, qui portent un regard sur le monde dans lequel on vit, sont pas d'abord négatrices, castratrices, ou violemment, ou émancipatrices, hein, ou spectaculairement émancipatrices. Elles sont bien souvent là pour dire, ben voilà, on peut s'accommoder avec son, on peut travailler, on peut vivre sa propre expérience. Au fond, c'est le postmodernisme. Hein, c'est le triomphe de l'opinion sur l'idéologie, d'une certaine façon. Ou bien l'opinion devient une idéologie. Hein, c'est comme ça. Alors dans l'expo, ben, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des artistes, hein, on a ici une vingtaine d'artistes, toutes nationalités, qui restent des artistes préoccupés par la question de la contestation, mais qui ne se font aucune idée sur la capacité de l'art à changer complètement le système et à constituer une sorte de force d'opposition qui serait telle que en fait, l'artiste serait le porteur de feu émancipateur, serait une sorte de Prométhée émancipateur. C'est pas du tout le cas. Et la plupart des œuvres, en l'occurrence ici, comme vous le verrez, sont des œuvres qui évoquent des états d'oppression, donc des états d'oppression, et qui les mettent en représentation avec le secret espoir que le spectateur continuera le travail, il se saisira de cela pour opérer une sorte d'acte critique qui pourrait déboucher sur une contestation d'un certain état de la vie sociale.